Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important parce qu'il est très récurrent dans le MLM, dans le marketing de réseau et même dans les business en général, dans les business en ligne. On va parler du syndrome de l'objet brillant. Alors dis-moi si avant que je parle du syndrome de l'objet brillant, est-ce que c'est un sujet que tu connaissais? Est-ce que tu savais déjà ce que c'était que le syndrome de l'objet brillant? Mais en tout cas, c'est vraiment une thématique qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est quelque chose que l'on voit de façon récurrente dans le marketing de réseau. Je vais te donner un exemple. En général, dans le MLM, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'il y a une nouvelle société qui se crée, eh bien, les gens vont se ruer vers cette société-là parce qu'elle promet eh bien, les meilleurs plans de rémunération, etc. Et c'est pareil même dans le business, quand on parle notamment de business sur la crypto-monnaie, sur le trading, sur l'immobilier, un business en ligne sur le e-commerce, etc. et même l'intelligence artificielle, eh bien les gens vont directement se ruer dessus. Sans savoir, sans se poser des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est une bonne chose? Et même dans le business en général, lorsque des fois il sort un tout nouvel outil, un nouvel appareil, eh bien directement on va sauter dessus sans se poser la question de savoir est-ce que cet outil-là, est-ce que ce business-là est fait pour moi ou pas, est-ce que je comprends ce que c'est, est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ce sujet-là. Eh bien ça s'appelle justement le syndrome de l'objet brillant, c'est d'être toujours attiré par ce qui brille, par ce qui est nouveau, par ce qui fait sensation, par ce qui est à la mode. Et bien justement là, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là parce que il faut vraiment faire un petit peu de prévention sur ça, de pas se jeter des fois sur toutes les opportunités. Bien sûr, des fois, c'est bien d'être les premiers sur un nouvel outil, sur une nouvelle opportunité parce que premier arrivé, premier servi. Mais c'est important notamment de prendre du recul sur tel sujet, sur tel business, sur tel outil. Et pour cet épisode de podcast, j'ai tout simplement invité une femme brillante qui est Laura. Laura, c'est une coach et consultante en communication. Elle va justement nous parler un petit peu de ce sujet-là, de savoir un peu qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'objet brillant, quels sont notamment les effets négatifs du syndrome de l'objet brillant et aussi pourquoi pas comment tirer du positif dans tout ça, dans le syndrome de l'objet brillant. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Ok. Ça me dit un truc, mais je saurais. Ah, coucou Mounir. Salut, Ça ça va, va? tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super, ça va très bien. Cool, super. Bah, si tu veux déjà, on va se présenter un petit peu. J'ai eu des commentaires en attendant. J'ai demandé si les personnes connaissaient le syndrome de l'objet brillant. Alors, Et qu'est-ce que tu me dis? apparemment, du coup, non. Bah non, Non? même si on devine à demi-mot, ça me dit un truc, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. On va On va, parler de tout ça juste après. on va en dire plus aujourd'hui, c'est le sujet. C'est ça. Est-ce que tu veux te présenter un petit coup, du coup, à ma communauté? Ok, très bien. Moi, je me présente, je m'appelle Mounir. Je suis consultant marketing spécialisé dans le MLM. Donc, j'accompagne tous ceux qui font du MLM dans leur développement de leur activité, en travaillant avec eux leur stratégie de branding, d'image de marque, mais également leur stratégie de contenu. Et j'accompagne ceux qui font du MLM, mais également ceux qui n'en font pas, hein, peu importe si vous êtes entrepreneur, donc je les accompagne également. Donc, voilà pour ma présentation. Super. Bah moi, du coup, je vais en profiter aussi pour me représenter. Moi, c'est Laura, je suis coach et consultante en communication. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs à développer leur image de marque, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou même
dans de la communication offline, donc en dehors des réseaux, en dehors d'Internet. Voilà. Super. Du coup, Mounir m'a proposé de faire ce petit live sur le syndrome de l'objet brillant, un syndrome qu'on retrouve souvent dans le monde du MLM, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans le secteur, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Mhm. Qu'est-ce que ce serait pour toi, du coup, le syndrome de l'objet brillant? Est-ce que tu pourrais nous le définir? Bah justement, bah, avant de définir, je vais vous montrer un petit peu par exemple des exemples. Parce que c'est vrai, comme tu Mm, l'as dit, dans le MLM, ça fait beaucoup écho. On en voit souvent justement de syndrome de l'objet brillant. Bah, comment on peut le donner en exemple? C'est que souvent, il y a des personnes qui sont dans un MLM. Alors le MLM, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes en tant qu'indépendant ou VDI et vous travaillez pour une société, vous travaillez pour une entreprise afin de vendre des produits ou des services. Et donc voilà un peu ce que c'est que le MLM. Et le but notamment, ben, c'est de vendre les produits et également de parrainer, de construire des équipes afin de vendre plus de produits. Et en fait, ce qui se passe dans le MLM, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent penser que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. C'est-à-dire que mm, on est toujours attiré par la nouveauté. On se dit que dans un autre MLM, il y a un meilleur plan de rémunération, il y a des meilleurs produits, il y a des meilleurs services, etc. Et souvent, les personnes qui font du MLM ben, sont amenées à changer d'entreprise, de faire d'autres MLM, d'autres entreprises. Donc voilà un peu comment on pourrait le définir, notamment dans le MLM. Je sais pas si toi, tu as des exemples également, Laura, Par exemple, dans le secteur de la communication, par exemple, un entrepreneur qui est atteint, on va dire, du syndrome de l'objet brillant, attention Mhm. d'utiliser grand mot, c'est une personne qui, par exemple, va changer de charte graphique à chaque fois qu'elle va changer de passe parce que Mhm. elle aura eu un nouvel état d'esprit ou, par exemple, elle aura fait sa charte graphique en hiver et puis là, c'est l'été, donc ça lui convient plus trop. Par exemple, elle va avoir une idée de business, donc ça rejoint un peu le MLM, c'est que bon, bah, elle va proposer des services et puis 6 mois plus tard, elle va se dire, mais non, mais ça, c'est à la mode, il faut que je fonce là-dessus. Tout le monde fait ça. Par exemple, là, en ce moment, beaucoup de personnes se sont lancées dans la formation sur les Mhm. réseaux sociaux. Au niveau de la communication, énormément de personnes se sont tournées vers proposer de la formation, alors que Mhm. faire une formation, ça se fait pas en 2 minutes. Et donc, en tout cas, ça peut se manifester de différentes façons, autant sur la façon de communiquer que sur la façon dont on va vendre nos services. Exactement. Et c'est ça, en fait, comment on peut le définir, hein, vraiment le syndrome de l'objet brillant. Mais c'est également, comme tu l'as dit, dans l'entrepreneuriat, parce que même aujourd'hui, on le voit Mm, beaucoup sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des personnes qui vont te parler d'un nouvel outil, d'un nouveau tunnel de conversion, etc. Ou bien, tout simplement, on va parler beaucoup de crypto-monnaies, d'immobilier également. On va parler d'immobilier, on va parler de dropshipping. Alors justement, tous ces business-là sont très bien. Franchement, c'est très bien de faire de l'immobilier, de la crypto, de l'investissement, etc. C'est très bien. Mais juste, mm. il faut se former, en apprendre de plus et pas foncer tête baissée, j'ai envie de dire. C'est ça. En fait, c'est un peu comme au final foncer vers une tendance. C'est un peu comme un effet de mode lorsqu'il y a la dernière collection qui est sortie au niveau vêtements. Mhm. C'est à peu près la même chose. Alors, c'est à nous de voir si on veut s'adapter ou non. Moi, par exemple, je suis pas trop dans le secteur des cryptos. Enfin, c'est pas trop mon délire. C'est Mhm. pas quelque chose que j'affectionne plus que ça. Mhm. Et ça m'est arrivé qu'il y ait des clients qui m'ont demandé de faire des paiements en crypto-monnaie. Et je leur Mhm. disais, bah non, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas envie de travailler. Et donc, c'est vrai qu'ils étaient assez fermés sur l'idée parce qu'ils voulaient vraiment payer en crypto, mais en fait, c'est pas parce que une personne est dans cet effet de mode et dans cet engouement que tout le monde va y être dedans aussi. Et ça, Exactement. ça doit rester bien évidemment libre à chacun de faire. Mais quand on écoute énormément de personnes se sont tournées, en tout cas les derniers temps, vers, comme tu as Mhm. dit, tout ce qui est crypto-monnaie, les NFT. C'est tout en fait une tendance qu'on va sortir, qui va sortir super forte comme ça, et la personne elle va détecter un peu cet effet de foule et se dire bah moi aussi il faut que je le fasse. Mhm. Sinon je suis un peu le loser, voilà. Exactement. Non, c'est exactement ça. Donc, c'est important, voilà, quand il y a des nouveautés, c'est bien de se renseigner, de s'informer. Et Mm, autre chose également, dans l'entrepreneuriat, on peut être également attiré, comme tu parlais de communication, par exemple, d'être attiré par des nouveaux réseaux sociaux. C'est-à-dire que, à un moment, il y avait également une vague avec Clubhouse, qui était un réseau oui. social qui était très axé sur le vocal. Et c'est vrai que tout le monde a pu foncer dedans. Après, c'est de voir en fait si c'est intéressant pour nous. Justement, on va en reparler. Mais des fois, on se dit que c'est mieux de développer son business sur Instagram plutôt que Facebook. C'est mieux de développer sur TikTok plutôt qu'un autre réseau social, Mm, LinkedIn, etc. ou bien YouTube. Alors, tous les réseaux sociaux sont bien.
franchement, tous les réseaux sociaux sont bien. Chacun ont leurs règles, justement, comment se définir, comment se développer. Mais ce qui est important, c'est que ça suive notamment votre stratégie de communication. Est-ce que votre cible est là-bas? Est-ce que vous allez également vous adapter au code de la plateforme lorsque vous allez communiquer? Donc, c'est toutes ces choses-là également dont il faut réfléchir avant de se lancer tête baissée, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en fait, il faut surtout aussi pas confondre le fait d'être curieux, d'être en veille sur un secteur et de se dire, bon, bah voilà, je m'intéresse, je me renseigne, je teste pour voir si ça me plaît, Mm. avec le fait d'avoir vraiment ce syndrome de l'objet brillant et on va dire à être un peu une tête brûlée, à foncer sans forcément suivre sa stratégie, etc. C'est Exact. vraiment deux choses qui sont différentes. Et aussi, s'il y avait quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, nouveau n'est pas forcément meilleur pour vous aussi. La Exact. nouveauté, ça peut être hyper intéressant. C'est Mm. bien de foncer dessus. Notamment, par exemple, bah, il y a tout le monde qui s'est dit, bon, bah voilà, Instagram, on va prendre un exemple tangible, les Reels, c'est le nouveau truc. Exactement. Bah, il faut foncer parce que ce sera meilleur au niveau des résultats. Ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait des personnes qui aient des super résultats avec des carousels. Exactement. Euh, il faut voir ce qui est meilleur pour vous, meilleur pour votre client, meilleur pour votre audience et après, bah, l'adapter vraiment à votre stratégie personnelle en tout cas. Exactement. Bah, je fais un petit coucou à Jeanne également qui Oui, nous a coucou Jeanne. rejoint. Pareil pour Christophe également qui était là. Après, il y a également des personnes de ta communauté, je pense. Donc, c'est pour ça que je connais peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes qui suivent également. Donc, voilà, bienvenue. On parle du syndrome de l'objet brillant, justement, d'être attiré par la nouveauté. Et bah, justement, également un petit coucou à Ayrton qui nous a rejoint. Et, euh, et justement, moi, je vais te poser la question de savoir ben, pourquoi on peut être attiré par le syndrome de l'objet brillant. À ton avis, qu'est-ce qui nous attire dans ça? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il y a l'effet un peu de mode. On va prendre l'exemple typique d'iPhone. iPhone, quand ils sortent leur téléphone, ils en font un événement. Ils en font quelque chose. C'est un peu l'événement annuel à la rentrée qu'on retrouve tout le temps. Mm, Et tout le monde va faire la queue pendant des heures pour acheter le nouvel iPhone. Pourquoi? Pourquoi les gens vont faire ça? Bah, parce que déjà, il y a un effet de groupe. mm. L'effet de masse, l'effet de foule va attirer et donc se dire, bon, bah, oh, s'il y a autant de monde, bah, pareil, s'il y a autant de monde dans ce restaurant, c'est que ça va être super bon. Donc, Exactement. c'est la première chose qui va te faire dire, oh là là, bah, ça peut être une des raisons pour laquelle on peut avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est d'être hyper attentif toujours à ce type de comportement et se dire, bah, faut que je fasse pareil que les autres. Euh, Après, je pense qu'il y a aussi le côté de vouloir réussir rapidement. C'est le fait de se dire, bon, bah voilà, ça marche pour les autres, alors ça va marcher pour moi, bah, je vais foncer vers cette solution qui a l'air facile, qui a l'air à grande ampleur, à grande échelle, et bah, ça fonctionnera aussi pour moi. Exactement, mais franchement, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, quand tu parles de ça, j'avais vu une vidéo récemment qui était très intéressante. C'était en fait la stratégie de communication de Red Bull, qui était Ouais. une communication, on va dire, entre guillemets, invisible. Je sais plus Mm. c'était dans quel pays, je sais pas si c'était en Angleterre ou au Danemark, ou je sais plus c'était dans quel pays. Mais en fait, ce que avait fait Red Bull, c'est que ils avaient rempli des poubelles dans la rue de canettes de Red Bull vides. En fait, il y a Ok. plein de canettes partout dans la ville, dans des poubelles qui étaient voilà, des canettes de Red Bull qui étaient complètement vides. Et en fait, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que les personnes qui passaient dans la rue, elles voyaient des canettes de Red Bull vides dans les poubelles. Et elles se disaient que, ah, mais s'il y a autant de personnes qui boivent justement cette boisson-là, c'est que ça doit être bon. Et Mm. si autant qui sont attirés par ça, eh bien, pourquoi pas, moi aussi, j'aimerais bien goûter cette boisson-là. Et ça rejoint justement ce que tu disais dans l'effet de groupe. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que s'il y a autant de personnes qui boivent justement cette canette-là, c'est que ça doit être sûrement très très bon. Donc ça Sûrement rejoint très bon, sûrement en promotion en ce moment pour qu'il y en ait exactement, autant. Enfin, il y a plein de exactement, petits messages qu'on peut se dire comme ça, quoi. exactement. Donc ça rejoint tout à fait. Et non, franchement, c'est très particulier. Mais il y a aussi je pense comme tu as dit, il peut y avoir aussi le manque de confiance en soi. Ça veut dire Mm. que il y a des personnes qui vont suivre justement le troupeau, comme tu dis, suivre la tendance, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, pas confiance en leurs produits, et ils se disent que bah, sûrement si ça fonctionne pour eux, eh ben, ça va fonctionner également pour moi. Donc c'est Ouais. également ça qu'on peut se dire dans ce syndrome-là. Mais je pense qu'il y a un rapprochement, en fait, un fort rapprochement entre le syndrome de l'objet brillant et le syndrome de l'imposteur, qui est le syndrome de pas se sentir légitime. Par exemple, bah non, j'ai pas fait ça, c'est juste que j'ai eu de la chance. Pour Mm. moi, il y a un rapprochement qui est assez fort entre les deux et justement, en fait, on va avoir tendance,
même des fois à se dire, bah, je vais faire comme les autres. Mhm. Parce qu'en fait, on est tellement à fond dans la veille, à regarder ce que font les autres, etc., qu'on se rend pas compte que la solution qu'on a, elle est juste sous nos yeux. C'est un peu Exactement. comme quand tu cherches tes clés Mhm. ou tes lunettes. Tu as tes lunettes sur le nez, tu vas les chercher partout. Tu vas péter un câble, tu vas dire non, mais voilà, faut que j'aille m'acheter des nouvelles lunettes, je les ai perdues, alors que tu les as sur le nez. Et ben, c'est vraiment le même principe quand tu as le syndrome de l'objet brillant. C'est que des fois, dans ton business, tu vas avoir l'impression que tu vas devoir investir dans des nouvelles choses, tester de nouvelles tendances, alors qu'en fait, Exactement. il y a juste un petit paramètre, enfin, il y a quelque chose que tu peux faire déjà Mhm. et que tu n'en as juste pas conscience parce que tu es trop focalisé sur le reste et pas assez sur toi. Exactement, mais c'est tout à fait Salut, ça. salut. Salut à Media Jam, salut Antoine également, et un petit coucou également à Sétienne qui nous a rejoint. Alors il y a Ayrton justement qui nous dit que en fait on a besoin d'être rassuré. Quand on Mm. suit les personnes, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ayrton. Et souvent, bah, comme tu dis, c'est qu'on pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs, que c'est mieux ailleurs, alors que la solution elle est souvent entre nos mains. Donc c'est ça également il faut prendre conscience du potentiel que l'on a et foncer justement dans ça. Et Après, il y a... ouais, Vas-y. non, juste l'autre chose que je voulais dire, c'est que, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que on va comparer, on va toujours se comparer aux autres. Ça veut dire qu'on va comparer la vitrine, ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit de façon globale dans le business. On va comparer la vitrine des gens avec justement notre arrière-boutique ou avec nos coulisses, justement. Mm. Ça, en fait, c'est ça qui, des fois, peut nous rendre mal ou de se comparer parce qu'on se dit, mais lui, il a peut-être une meilleure vie que moi, ou bien lui, il a une meilleure réussite que moi dans le business, alors que moi, je me rends compte que justement, bah, moi, dans les coulisses, c'est un peu difficile, c'est compliqué, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est pour ça que c'est pas bien en soi de se comparer avec d'autres personnes parce qu'on ne sait pas ce qu'elles traversent. Peut-être que même cette personne-là, également, elle était présente dans ce business-là depuis des années. Et il y a Mm. des personnes qui sont présentes depuis des années dans un domaine, dans un business, et qui commencent à exploser que maintenant, que récemment. Et nous, on pense qu'elle a réussi du jour au lendemain. Et donc, c'est Ouais. important de, justement de ne pas se comparer par rapport à ça. C'est exactement ce que notre gêne en plus en commentaire. On se compare tellement facilement alors qu'on ne sait clairement pas tout. On connaît pas cette fameuse face cachée de l'iceberg. Et Mhm. comme tu disais si bien avant, c'est que tu peux pas te comparer toi qui t'es lancé il y a un mois avec une personne que ça fait 10 ans qu'elle est dans le secteur. Exactement. Tu sais pas, par exemple, si tu as zéro investissement, que cette personne a investi 5 000 ou 10 000 euros dans son affaire, bah, Mhm. logiquement, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et puis même dans tous les cas, il faut quand même essayer de garder cette notion d'échelle. Mais inconsciemment, l'humain va essayer de se rassurer en se comparant et en Mhm. essayant de se dire, bon bah voilà, bah, ça fonctionne bien pour elle, donc ça fonctionnera pour moi, Mhm. parce que il y a eu ça de son côté. Sauf qu'au final, bah, ça te rassure pas du tout, ça stresse, et donc tu vas chercher encore plus à compenser ce côté manque de confiance en toi en continuant à aller vers de la tendance, de la tendance, de la tendance, écumer tout ça, épuiser tout pour pas régler ton vrai problème de fond qui est le manque de confiance en toi et le fait de pas aller au bout de ton problème, de pas avoir une Exactement. solution qui est assez viable. Bah, justement, il y a Media Jam qui nous dit c'est réalité business contre réalité de la vie, justement. Ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. Faut prendre du recul. Si les autres réussissent, c'est bien, mais il faut savoir en fait comment elles ont fait pour réussir, pour en arriver jusque-là. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas foncer, on va dire, tête baissée. Mais aussi, ce qu'il peut y avoir également comme autre facteur, c'est que les gens ont peur des fois de passer à côté d'une Ouais. opportunité incroyable. Ça, c'est souvent également, on le voit parce que avec justement les cryptos, l'investissement, alors ça, c'est très bien, hein. Franchement, à nouveau, c'est des très bons modèles économiques, des très bons business. Mais des fois, en fait, il y a des personnes qui vont nous faire peur en disant, mais si tu te lances pas maintenant, après, ce sera trop Tu tard. seras foutu, machin, Foutu, ce sera etc. trop tard. Et après, on a un petit peu cette peur de passer à côté d'une opportunité incroyable et de se dire, parce que souvent, on l'entend cette histoire-là. Par exemple, une personne qui a acheté du Bitcoin, une crypto à 1 euro aujourd'hui et qui, quelques années après, Et vaut ouais. 10 000 dollars ou 10 000 euros, etc. Alors, c'est un exemple, j'ai un peu n'importe quoi, hein, Mm. c'est juste pour illustrer. C'est juste pour illustrer et dire que des fois, on a peur de passer à côté de ça. Et c'est comme ce que dit Arthur, justement, on joue sur l'émotion. On joue vraiment Bah moi, sur je l'émotion. vais,
je vais rebondir sur ce que tu dis, mais aussi il faut revenir à l'analyse psychologique de la situation quand on te dit cette phrase, si tu le fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Mm. Ça veut dire que inconsciemment, la personne aussi t'impose d'avoir son point de vue. Parce Exactement. que justement, elle est persuadée que bah voilà, c'est une opportunité pour elle, mais en fait, il faut aussi repenser à toi au départ. Est-ce que toi, tu es persuadé, et il faut vraiment que tu écoutes ton intuition, que c'est une opportunité pour toi ou non? Mhm. Parce que le problème, c'est que la personne, elle te met dans cette position où elle va t'inciter à penser comme elle. Mais il faut repenser, bien évidemment, à toi avant toute chose. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Il y a des personnes, sans se rendre compte, tu sais, elles mettent un peu leur opinion avant la tienne Mhm. dans ton rapport, dans tes choix de business. Mhm. Sauf que c'est ton business, c'est tes choix. Mhm. Et justement, si tu, derrière, faut pas que tu te reproches de pas avoir, bah, par exemple, de pas être passé sur cette vague, de pas avoir pris cette occasion, etc. Mhm. Parce que, bah voilà, tu te sentais pas de le faire et c'est pas pour autant qu'il faut te le reprocher parce que quelqu'un te l'avait dit aussi, tu vois. C'est peut-être pas Il y le a des moment. personnes qui vont, voilà, c'est peut-être pas le moment. Si t'es pas passé à l'action, bah des fois, bah tant mieux parce que ça va t'éviter de te ramasser complet. Et Mhm. puis dans d'autres cas, bah tu seras dégoûté parce qu'on t'aura dit de le faire, mais juste au niveau de ton intuition, c'était pas, voilà. Faut pas sauter sur n'importe quelle opportunité parce qu'on te l'a conseillé. Il y a des personnes aussi qui sont pas des bons conseilleurs et ça, faut pas l'oublier, quoi. Exactement. Bah, je fais un petit coucou à Lorraine qui nous a rejoint. Et il y a Mediajam Mm. justement qui nous pose la question. Justement, je te la pose directement. Elle nous demande comment avez-vous fait pour vous positionner dans votre business? Face aux concurrents sur le marché, dans quel sens? Alors, si on peut donner un peu plus de détails Ouais. sur le positionnement, c'est vrai que le positionnement, c'est assez large. Ouais, justement, je sais pas trop comment répondre à la question. Ouais. Euh, Se positionner par rapport au syndrome de l'objet bref, enfin, je sais pas trop. Je sais pas. Bon, peut-être si Mediajam peut nous donner plus de détails Ouais. sur la Ah, sur question. la niche. Ouais, sur la niche. Bah moi personnellement, j'ai fait le choix de pas trop me nicher déjà. Mhm. Beaucoup de personnes dans la communication décident d'être coach, par exemple Instagram, coach LinkedIn ou autre. Moi, j'ai Mhm. décidé de rester global sur de la com, donc je suis pas vraiment, enfin, je suis nichée sans être trop nichée parce qu'au final, je suis juste dans mon secteur. J'ai décidé en fait de garder ce côté un peu 360 et justement de parler de partager mon parcours qui est en fait très hétéroclite parce que j'ai fait autant du marketing que du commerce, que de la psychologie, que de la com, que de l'événementiel au niveau de mes anciennes expériences et de mes études. Et en fait, du coup, les personnes vont chercher ce côté-là. Donc moi, en fait, ce qui m'a fait vraiment me positionner, ça a été de garder ce côté flexibilité. Le côté justement de proposer des prestations qui sont un peu sur mesure et de pas faire des et pas de rester sur quelque chose de hyper focus. Enfin, clairement, des fois, moi, on me contacte pour un site internet et en fait, au final, je termine par leur faire toute leur strat complète de com. C'est un peu où tu vois, Ça, je vais leur faire du blog ou quoi derrière. Du coup, voilà. exactement, mais c'est une question intéressante. Bah, moi, pour ma part, c'est vrai que moi, du coup, j'ai décidé un peu de me nicher, notamment dans le secteur du MLM. Moi, j'ai plus un parcours marketing, marketing stratégique, digital. Donc, c'est vraiment ça mon domaine. Mais après, j'ai décidé bien d'accompagner, d'aider un maximum de personnes qui font du MLM parce que c'est des entrepreneurs également et elles ont beaucoup de potentiel. Seulement, je trouvais que par moi, il y a des personnes qui avaient besoin d'un peu plus d'accompagnement notamment pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur, également dans leur stratégie, dans leur image de marque, dans leur branding. Donc c'est pour ça que je me suis positionné dans ce secteur-là, pour répondre à la question. Ok. Et Du coup, c'était quoi ta deuxième question, Media Jam? Quel allez, gentil. je sais pas, c'est vrai, tu as répondu à cette deuxième question. Bah, je sais pas c'était quoi sa Ça a question. attisé ma curiosité. Ouais. Là, exactement. Pour le temps qu'elle mette sa deuxième question, il y a aussi un autre point que dont je voulais parler. C'est également le fait de vouloir réussir rapidement quand on Mm, quand on est attiré par le syndrome de l'objet brillant. On veut souvent réussir rapidement et ça, c'est un cas que je vois souvent dans le MLM. C'est qu'il y a des personnes qui pensent que au bout de 2 ou 3 mois seulement, elles vont exploser justement leur business, avoir des grands revenus, etc. Et le problème, c'est parce qu'il y a des personnes qui leur vendent ça. C'est-à-dire qu'il y a des mm, personnes, et même dans plein de domaines, hein, même dans l'immobilier, dans la crypto, il y a des personnes qui peuvent vendre le fait que si tu investis maintenant, tu vas réussir au bout de 2 ou 3 mois à exploser ton business, ne plus du tout travailler. Ouais, tu vas réussir sans travailler du tout, sans rien vendre, etc. Et en fait, mm. c'est un peu la faute, entre guillemets, des vendeurs de rêves, comme je les appelle, qui vont justement pousser les gens, justement, comme disait Toller Ayrton, dans leur émotion, en disant,
oui, tu peux réussir au bout de quelques mois. Alors certains réussissent, mais s'ils réussissent, il faut savoir comment ils ont fait pour réussir. Peut-être qu'ils étaient déjà Ouais. formés, peut-être qu'ils avaient déjà également des contacts, peut-être qu'ils connaissaient bien leur domaine, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans la crypto, peut-être qu'ils étaient déjà calés dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi au bout de 1 ou 2 mois. Mais il faut pas négliger en tout cas tout ce qui est apprentissage et ne pas être justement bluffé par les personnes qui disent bah, je réussis au bout de quelques mois. Oui, enfin, j'ai souscrit à mon problème, à mon programme, pardon, mon problème. Le lapsus révélateur. Souscris à mon programme et tu auras 50 000 € à la fin du mois. Enfin, c'est typiquement le genre de conneries qu'on peut lire assez régulièrement, Exactement. sachant qu'au final, enfin, c'est facile de faire souvent, en plus, c'est des personnes qui font en sorte de te closer un max de projets, Mm. en un mois, mais derrière, toi, tu n'as pas la capacité de pouvoir délivrer tout le travail. Et en fait, au final, tu as du travail à faire pendant 1 an, 2 ans, enfin 3 ans. Et en fait, ça veut tout rien dire pour moi, ce type de phrase. Mm. Euh, Surtout au niveau après de l'image que tu vas donner aussi de ton entreprise. Et puis même des fois, il y a des beaux parleurs comme ça, il y a des beaux marabouts. Et en fait, au final, c'est que du vent derrière. Exact. Et n'oubliez pas qu'on dit ce qu'on veut avec notre communication. On donne l'image qu'on a envie sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et l'image que vous allez percevoir n'est pas forcément la vraie image qu'on va avoir. C'est un peu comme la théorie de l'iceberg dont on Tout à parle assez régulièrement. J'en profite juste pour rebondir aux commentaires de Media Jam. Et justement, je vais faire un gros rapprochement avec le syndrome de l'objet brillant, qui m'a noté que c'était bien osé que je me sois pas nichée parce que tout le monde parle de se nicher. Ben, encore une fois, c'est l'effet de groupe. Tout le monde dit qu'il faut se nicher pour réussir sur les réseaux, pour vendre ses services, pour machin. fait. Bah, c'est faux. Il existe d'autres façons en fait de vendre nos produits. Il existe plein de techniques marketing. J'en avais fait tout un live à la limite que je pourrais t'envoyer en message privé si tu voudras regarder. Mais j'avais fait tout un live sur le sujet, sur cette fameuse, enfin, faut-il se nicher ou non? Mm. Moi, ça m'empêche pas d'être rentable, ça m'empêche pas de gagner de l'argent parce que je suis pas du tout nichée. Enfin, je suis quand même restée sur quelque chose qui est assez général. Je Mm. réponds à une problématique client qui est justement de pas avoir assez d'argent pour avoir un employé dans son entreprise, Mm. mais d'avoir 8 métiers différents parce qu'il y a du web design, etc. Mm. Un community manager n'est pas capable de tout faire dans la communication et c'était un peu mon objectif de rendre accessible financièrement avec une seule personne, un seul interlocuteur. Donc tout dépend de l'approche que tu vas avoir au niveau, en tout cas marketing et communication. Et c'est pas parce que tout le monde te parle de te nicher qu'il faut nécessairement te nicher. Ça restera bien évidemment ton parcours et ton ressenti qui te permettra de voir si ça marche ou non. Et justement, elle disait que sa seconde question, c'était bah, ce que tu faisais avant la com actuelle, mais du coup, tu avais déjà répondu. Donc, c'était Ouais, la- la- psychologie, commerce, événementiel, j'ai fait du graphisme et de la communication, donc de la strat de com, tout ça. exactement. Et après, pour revenir à nouveau sur le sujet du syndrome de l'objet brillant, il y a également la peur de ne pas réussir. On pense que Mm. si on ne fait pas, si on n'y va pas maintenant, à nouveau, bah, on ne va pas réussir, on passe à côté d'une opportunité, etc. Donc, c'est vraiment ces choses-là, en fait, qui font qu'on peut avoir ce syndrome de l'objet brillant, la peur de ne pas réussir, la peur de passer à côté d'une opportunité, l'effet de groupe, le manque de confiance en soi. C'est toutes ces choses-là, en fait, ou bien là, également la volonté de réussir rapidement. En fait, c'est toutes ces Mm. choses qui font en sorte que justement, on peut être attiré par le syndrome de l'objet brillant. Et justement, bah, ça amène une autre question que je voulais te poser également. C'est bah, pourtant, en fait, euh, quels sont les effets négatifs du syndrome de l'objet brillant? Déjà, pour moi, il y a un point vraiment principal, c'est qu'il y a une perte du sens des actions qu'on va faire. Parce Mm. qu'en fait, on va chercher à tellement faire des actions tout le temps différentes, etc., parce qu'il y aura une tendance ou autre, qu'au final, on va agir sans vraiment réfléchir. Est-ce que c'est la bonne stratégie qu'il faut faire, etc. On va un peu agir sous cette fameuse pression, parce qu'on sent comme une cocotte minute que ça monte, ça monte, ça monte, cette tendance est de plus en plus forte. Et en fait, au final, on va foncer, on décolle et on part sur le truc. Et en fait, au final, on se pose même pas la question, c'est pourquoi je le fais. Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter? Quel est mon objectif en testant cette nouvelle chose? Mm. Euh, Quelle est ma stratégie en utilisant ça? Il y en a qui pensent pas à se poser ces questions-là et en fait, au final, on perd un peu ce sens profond de pourquoi j'ai agi. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un gros point noir, on va dire, du syndrome de l'objet brillant.
Mhm. Après, la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir encore une fois une perte d'estime de soi parce qu'au final, on va agir en se disant, euh, bah, je le fais parce que j'arrive pas à atteindre mon objectif à chaque fois en testant des nouveaux trucs. C'est encore pas la Mhm. bonne chose pour moi, donc je vais retester. Et en fait, au final, bah, on va se rabaisser parce qu'on va jamais réussir à atteindre notre objectif et on va Exactement. continuer à chercher la tendance, etc. Et on va rentrer dans ce fameux cercle vicieux où on se rabaisse, où on se dit, bah, je suis un incapable, j'arrive pas à faire comme les autres, machin, etc. C'est ça. Et, euh, et pour moi, il y a un gros cercle vicieux, en tout cas sur ces deux côtés-là. Toi, tu répondrais quoi? Bah, je te rejoins sur ces deux points-là, sur la perte de sens des actions et la perte d'estime de soi. Et ça, c'est tout à fait vrai, mais il y a également une autre chose également qui est importante, c'est que même lorsqu'on fait du business, même lorsqu'on n'est pas attiré par le syndrome de l'objet brillant, des fois, on oublie un petit peu de mesurer ses résultats. C'est-à-dire que des Mm, fois, on oublie de se dire, bah, attends, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Et comment je vais pouvoir les mesurer? Donc ça, déjà, même quand on n'est pas attiré par le syndrome de l'objet brillant, par un autre business ou autre chose, on peut l'oublier. Mais en plus, le fait d'être attiré par d'autres business à chaque fois, d'être attiré par d'autres réseaux sociaux, etc., eh bien, ça nous empêche de mettre un cadre et justement de mettre des éléments, des KPI, justement, des justement, métriques, des façons de des mesurer ses métriques, actions. des Mm, métriques, des façons de mesurer ces actions. Et ça, on l'oublie. Et en fait, ça fait que on se lance dans un business et après, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre, on peut perdre du temps parce qu'on ne mesure pas assez justement notre communication, notre business, etc. Et ça nous fait vraiment perdre du temps par rapport à ça parce qu'on ne prend pas le temps de mesurer, de se dire, bah, OK, je me lance dans ce business-là, quel résultat je vais avoir dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et comme on ne prend pas le temps de faire ça, eh bien, on perd du temps et en plus, on n'est pas assez efficace, assez efficient en faisant justement plein de choses à la fois. On fait plein de choses à la fois et en plus, on ne le fait pas bien. On peut faire plein de choses à mm. la fois, c'est possible, hein, il y a des gens qui arrivent, mais en plus, là, les personnes ne le font pas très bien. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas justement à leur maximum potentiel, on va dire. Donc, c'est Ouais. ça également qui est important de dire. Bah, il va y avoir le gros côté procrastination, j'ai un peu de Exactement. mal à le dire, dans le sens où justement, en fait, au final, on repousse un peu le problème de base qu'on a et on va chercher, on va se lancer dans des nouvelles actions à faire. Et comme disait, bah, du coup, Ayrtonic par message, ça dénature complètement nos actions parce que justement, on va faire des trucs, mais on sait pas pourquoi, Mhm. en oubliant complètement le truc de base. Exact. Et en fait, au final, c'est un peu comme bah, je procrastine et je me dis, ouais, mais de toute façon, je repousse mon problème de base à plus tard parce que il y a ça qu'il faut que je teste et c'est la tendance en ce moment et machin. Mais en fait, au final, ça résout pas ton problème. Et Exactement. c'est là où ça bloque. Exactement. Bah, justement, il y a Christophe ici là qui nous dit qu'au-delà des stratégies de com qui sont assez théoriques et concrètes, il y a un vrai travail personnel à faire sur soi en amont, Mm. sur sa santé mentale, ses traumas psycho, etc. Et ça, c'est très juste ce que tu viens de dire. Justement, on va parler juste après par rapport à l'ikigai, le fait de travailler sur soi et de savoir en fait ce qu'on aime, ce qu'on veut, et de savoir. Et ça, c'est vraiment une solution. C'est vraiment une solution pour s'en sortir justement de ce syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment de faire un vrai travail sur soi par rapport à ça. Euh, Bah, d'apprendre à se connaître, ça c'est sûr. En fait, si exactement. on se lance aussi un peu tête baissée, et même c'est un travail qu'on peut refaire assez régulièrement, c'est qu'on crée notre entreprise à l'année N, par exemple, mais dans deux Mhm. ans, t'auras pas forcément la même, enfin, tu seras plus forcément la même personne que tu as été 2 ans auparavant parce que tu auras appris des choses, tu auras peut-être gagné ou Tout perdu à fait. confiance en toi. Il y a des facteurs qui vont changer et ça à prendre en considération, c'est que la personne que tu es à l'instant T n'est pas celle que tu es à l'instant T plus 2, par exemple. Exactement, exactement. Ben, je fais un petit coucou à Tatiana qui nous a rejoint et également un coucou à Cécile qui nous dit que discussion Elle très s'en va. inspirante. Mm. Mais malheureusement, voilà, elle doit nous quitter, mais merci pour la motivation. Bah, de rien, Cécile, avec grand plaisir. Et voilà, reviens quand tu veux. En tout cas, c'est un coup. Voilà. Et Merci pour avoir suivi le live du coup. Ouais. exactement. Alors là, je n'est pas encore terminé. Alors, il y a plein de choses également Non. à vous dire par rapport à ce sujet-là. Mais ouais, de toute façon, tu as dit pas mal de choses, mais il y a également un point qui est important, c'est que il y a également le fait qu'on fasse des dépenses assez multipliées. C'est-à-dire qu'on va Ouais. dépenser de l'argent Mm. à droite, à gauche, dans plein de choses, dans plein de business. Et après, on peut rapidement se perdre, en fait. Parce qu'on investit beaucoup d'argent à droite, à gauche, on est plus perdant que gagnant. Et donc ça aussi, il faut faire attention
Parce que quand on parlait justement des gourous ou bien des vendeurs de rêves, eh ben c'est ça, c'est-à-dire que certains vont te vendre des formations, certains vont te vendre des business en disant voilà, le dropshipping c'est super, la crypto c'est Mm. bien, l'immobilier c'est bien, etc. Ou le MLM c'est top, celui-ci il est mieux que le tien. Ou bien également le closing. C'est vrai que je vais pas parler du closing également, mais également le closing qui Ouais. revient également très fort en ce moment en disant voilà, c'est mieux que le MLM, etc. Alors tous les business sont bien. Là, c'est pas de dire que un business c'est mieux que l'autre, mais c'est seulement qu'en fait, quand on va un petit peu justement dans plein de choses, dans plein de business, on peut également perdre en termes d'argent. Et en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de temps également. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, parce que si on se dit que voilà, j'ai envie de faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc on peut faire de la pub partout, mais il faut la faire bien et il faut la faire correctement. Il faut bien avoir trouvé sa cible pour qu'ensuite on puisse avoir un retour de notre cible qui soit la plus qualifiée possible. Donc c'est ça Mm. également qui est important de dire que en fait, à force d'être partout, eh ben, on n'est nulle part en soi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire par rapport à ce syndrome. Ouais, et puis en dehors de dire que bah, tous les travaux, enfin, le fait de travailler dans un domaine ou l'autre, enfin, c'est bien. Le problème, c'est que ça peut être bien pour les autres, mais pas forcément aussi pour toi. Exactement. Tu peux te lancer dans tout ce que tu veux, le closing, le MLM, faire de l'entrepreneuriat à côté. Si tu t'éparpilles trop aussi, ça va finir par bloquer. Il faut en revenir toujours alors pas forcément au pourquoi, parce que moi aussi je me suis lancée sans pourquoi. Alors ça Mhm. c'est pareil, la théorie du pourquoi, ça reste propre à chacun si on en a besoin ou non. Moi je me connaissais suffisamment et je savais où je voulais aller, j'avais mon objectif, mon cap et c'était suffisant. J'avais pas forcément besoin de me rajouter des raisons d'être profondes, etc. Enfin, ça reste propre à chacun. Mais dans tous les cas, cherchez toujours à vous dire, bah, il y a le moyen de vous faire de l'argent. Et ça, c'est pour ça on a un peu introduit l'ikigai tout à l'heure. Mais il y a surtout, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment? Et est-ce que j'ai envie d'investir tout mon temps, toute mon énergie dedans? Parce qu'il y a Exact. certes l'investissement financier de mettre 10 000 euros dans un programme, machin, etc. Mais il y a l'investissement de temps que vous allez passer. Est-ce que ça vous fait plaisir de bosser, de cravacher jusqu'à telle heure pour ces résultats aussi? Et si la réponse est non, c'est certainement soit qu'il faut revoir la stratégie, soit qu'il faut revoir le domaine d'activité, soit que la façon dont laquelle vous exploitez votre potentiel n'est pas forcément la bonne aussi parce que vous vous connaissez pas. Et c'est des problématiques qui sont ultra larges et qu'il faut aussi chercher à, à dégrossir, comme disait tout à l'heure Christian en commentaire. C'était qu'il faut faire un gros travail sur soi, ses blocages, sa façon d'être, se connaître, pour des Exactement. fois juste résoudre une situation. Moi, ça m'est arrivé de coacher des personnes qui me disaient, ben, je pense qu'en fait, je suis pas faite pour faire ce métier, machin, je vais revoir mes services, j'arrive pas à attirer les bons clients, c'est des personnes qui discutent mes tarifs sans arrêt, etc. En fait, Exactement. le problème, c'est pas ça, elle s'éclate dans son job. Le problème, c'est la façon dont elle se vend et l'estime qu'elle a pour sa propre personne qui est vraiment bloquante. Parce que l'image qu'elle donne d'elle n'est pas attrayante de la bonne façon, n'est pas celle qu'elle veut vraiment donner. Et c'est là où est aussi toute l'importance de bien se connaître. On Ben, s'éloigne un peu du c'est ça. syndrome de l'objet brillant, finalement. Parce que c'est vrai qu'aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a le point de départ, on a le résultat. Mm, En fait, ce qui est important également, c'est ce que tu dis, c'est que le chemin pour arriver à ton résultat, il faut qu'il soit épanouissant. Il faut que tu prennes mm, du plaisir à y aller. C'est-à-dire que quand tu fais de la randonnée, lorsque tu vas aller au sommet d'une montagne, il faut également que tu prennes du plaisir à y aller lorsque tu grimpes jusqu'au sommet. C'est-à-dire que quand tu grimpes jusqu'au sommet, bah, tu admires tous les paysages que tu vois, tout ce que tu rencontres autour de toi, que tu prennes du plaisir, même si c'est parfois difficile, même si des fois tu peux tomber, même si des fois tu peux voilà, rencontrer également des personnes sur ton chemin. Et ben, c'est toutes ces choses-là en fait qui te comblent de bonheur au quotidien et qui font mm. que ça a également beaucoup plus de valeur des fois que le résultat final. Parce qu'une fois qu'on est en haut, ben, c'est bien, on a réussi, on admire le paysage, etc. Mais ce qu'il en restera, c'est tout ce que tu as traversé sur ton chemin pour arriver justement sur ton but final au sommet, là où tu es. Donc c'est ça Ouais. qui est important. Je fais un petit coucou à Adeline également, à Malika. Et il y a Media Jam justement qui nous dit que tout est bien, justement tous les business sont bien, mais pas pour tout le monde malheureusement. C'est-à-dire que tout n'est pas fait pour tout le monde. Peut-être que pour toi c'est fait pour toi le MLM, mais c'est peut-être pas fait pour ton ami, un membre de ta famille, tes amis, etc. Peut-être que la crypto c'est bien pour toi, peut-être que l'immobilier c'est bien, le dropshipping, le closing,
mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde et ça, faut le respecter. C'est-à-dire qu'il faut le respecter, respecter chacun ses décisions, ses positions. Donc Mm. c'est ça qui est important de retenir. Et oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et en fait, je voulais aussi rajouter une image. C'est que tu as parlé de bah, on a parlé de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, etc. Je vais imaginer ça tout simplement avec un processus pour perdre du poids. Quand une personne décide de perdre du poids, elle va aller commencer à faire du sport. Elle va peut-être pas forcément apprécier de faire du sport et bah, elle va finir par baisser les bras. Je pense qu'il y a aussi une notion de discipline. C'est Mm. que c'est pas en faisant une action une fois et en se disant bah voilà ça m'a pas plu que bah ça va te permettre d'atteindre ton objectif et de dire bah j'arrête. Tu peux tester de faire la chose différemment, de faire du sport différemment. T'es pas Oui, forcément obligé de courir. Tu peux déjà essayer d'aller faire du vélo, d'aller juste marcher. Et c'est pas en le faisant une fois aussi des fois qu'on va se dire, enfin, on peut décréter qu'on déteste ça et c'est ok, tu vois. mm, Mais il y a aussi une notion pour moi où tu as besoin de répéter. Et en tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est pas en faisant une publication sur les réseaux sociaux qu'il faut s'atteindre à exploser et à te faire 10 000 € à la fin du mois. c'est ça. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a une notion de discipline, il y a de la B-testing comme on avait abordé aussi ça une fois dans notre dernier live ensemble. Tout à fait. Il y a plein de petites actions qu'il faut mettre en place et c'est pas en la faisant une fois que ça sera une vérité absolue aussi et qui va dire bah oui ça marche ou oui ça ne marche pas. Donc, enfin, faut aussi revenir au fait de, bah, faut pas se décourager si tu as testé une fois et Exact, reviens encore une fois le faire et réessaye de le faire différemment et tu verras si là, oui ou non, ça fonctionne. Il exactement. y a plein de paramètres qui rentrent en compte, quoi. Non, tout à fait, c'est ça. C'est comme lorsqu'on fait du vélo, hein. Au début, ben, on est tous tombés, on n'y arrivait pas. Mm. À force d'en faire, on a réussi. Et puis après, on prend du plaisir à savoir faire du vélo. Donc c'est comme toute chose. C'est vrai qu'au Et je début, pense que si on repense à la première fois, on pétait un câble parce qu'on trouvait qu'on était nul, on voulait jeter le vélo par terre et on faisait des caprices. exactement. Non, mais c'est exactement Ouais. ça. Et après, au final, quand on est quelques années plus tard, eh ben, on se souvient Mm. de ça. On se souvient de, ah oui, je me souviens quand j'étais petit, j'étais tombé à vélo, j'avais une petite blessure au genou, etc. Et c'est toutes ces choses-là, justement, qui ensuite donnent un bon souvenir, donnent des bons souvenirs par rapport à ça. Alors, juste, il y a Media Jam qui fait un petit compliment. Merci beaucoup à Media Jam, justement, qui me dit, Mounir est sur le chemin des grands speakers. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce compliment, ça fait plaisir. Il y a Malika qui nous dit je me lance dans le MLM et j'ai été salarié toute ma vie. C'est compliqué pour moi d'avoir une rigueur et une discipline quand on est chez soi. Alors, ça, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Alors, justement, il y a un petit livre audio que je vais euh, pourquoi pas voilà, t'en recommander. Ça s'appelle effectuer la transition. Voilà, effectuer la transition. Tu peux le taper justement, effectuer la transition sur YouTube. C'est un très bon livre audio qui explique justement comment effectuer la transition entre lorsqu'on était salarié et que lorsqu'on veut faire justement du business, du MLM et qu'on est chez soi. C'est un livre audio qui est assez court justement, et qui a été fait par Darren Hardy justement. Donc c'est un très bon livre. C'est lui qui a écrit justement notamment L'effet cumulé. Je te le recommande, n'hésite pas à l'écouter si ça peut t'aider en tout cas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile d'avoir une rigueur lorsqu'on est salarié, lorsqu'on souhaite devenir entrepreneur. Parce que quand on est salarié, on a un petit peu tout, on nous donne tout directement, c'est facile, etc. Là, On n'a pas le côté responsabilité il y a aussi. moins de responsabilités et là, il faut un petit peu tout refaire directement. Donc, ça peut être difficile. Donc, Malika, je te conseille vraiment effectuer la transition de Darren Hardy, disponible sur YouTube gratuitement. Tu peux l'écouter. Moi, je l'écoute en général, soit quand je fais un petit peu de sport, quand je fais la vaisselle, quand je travaille un petit peu. J'aime bien écouter des livres audio, donc je te le recommande, ça pourra peut-être t'aider. Ayrton qui nous dit qu'il va devoir y aller, bah, merci beaucoup d'avoir suivi Merci le à live. toi d'avoir suivi le live. Oui. Merci également pour tes questions et tes réponses très très pertinentes à chaque fois. Euh, Mm. Et oui, Malika, n'hésite pas aussi à adapter ton quotidien selon ton activité, à te demander les choses que tu aimes vraiment. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, je me suis dit au début, oh là là, ça va être compliqué parce que j'adore être en contact avec les personnes, etc. Et en fait, il y a une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé mon bureau. Parce que bah, même si j'adorais travailler dans le canapé, etc., et c'est ce que j'avais tendance à faire avant de me lancer, je me suis rendu compte que bah,
ça me forçait un peu à me déplacer dans mon bureau, à avoir un peu un rythme, comme au final, comme dans le salariat, Mm. à avoir vraiment mon espace de travail et justement à pouvoir me sentir à l'aise dedans et pas sous 50 000 cartons. Je sais pas. Donc, enfin, par exemple, si t'as des enfants, encadrer avec tous les jouets des enfants, marcher sur des Legos et j'en passe, c'est des meilleurs. Faut que tu Exact. t'appropries ton espace. Et ça, c'est vraiment, moi, ça a été ultra important. Ça a été de m'approprier ça, investir dans des choses qui m'ont aidé et, et de me dire, bah voilà, qu'est-ce qui fait que je me sentirais mieux? Qu'est-ce qui peut me motiver aussi? Qu'est-ce qui me faciliterait dans mon travail? Et c'est pour ça, demande-toi qu'est-ce qui serait important pour toi, qu'est-ce que tu aimais dans le salariat et qui serait important de renouveler dans ton quotidien Mm. pour, pour continuer à développer ton activité, quoi. Exactement. Bah là, elle nous dit qu'actuellement, c'est ce que je fais, Elle je travaille travaille dans le sur le canapé. canapé. Voilà, elle travaille un peu sur son canapé, mais bah, très bon conseil, hein, Laura, parce que c'est vrai que c'est bien de se créer un environnement de travail Mm. confortable où on sait que voilà, on va avoir notre routine et que là, c'est le moment où on va travailler, s'investir sur ça. Donc c'est très bien. Justement, bah là, Malika te remercie. Elle dit justement que va falloir une réorganisation pour elle. Mais c'est très bien. En tout cas, c'est un point de départ et ça va vraiment, je pense, le conseil de Laura beaucoup t'aider Et pour d'ailleurs, je rebondis par rapport au syndrome de l'objet brillant. J'avais lu un article par rapport à ça. C'est qu'en fait, les personnes qui ont tendance, en fait, ils recommandent à ce que le bureau soit le plus vide possible. Bon, ce qui n'est pas trop mon cas. Je suis un petit peu bordélique. J'aime bien avoir quelques feuilles un peu partout pour une feuille par client, machin, parce que je fonctionne aussi encore un peu avec des feuilles. Je ramène mes bouteilles d'eau dans la journée. J'aime bien, tu vois, avoir tout à proximité, une petite boîte de mouchoirs, des chewing-gums, des machins. Et bref, et en fait, ils recommandent pour éviter d'avoir enfin, le syndrome de l'objet brillant, ça passe aussi par le fait de se faire distraire. Et en fait, justement, notre esprit va avoir tendance à divaguer s'il va y avoir trop de choses sur le bureau. Donc, ils te disent, essaye d'avoir, pour les personnes qui ont tendance à se distraire facilement, le moins de choses possible sur ton bureau pour te concentrer efficacement sur ta tâche et pas passer ton temps à dire, bah tiens, je vais me remettre un peu de crème et puis maintenant, ah bah tiens, si j'allais, bah, j'ai ma brosse, je vais me démêler les cheveux. Ah, puis j'ai laissé cette fameuse carte cadeau, donc je vais faire un peu de shopping. Tu vois, enfin, tu vas avoir ce côté de distraction et en fait, si t'arrives pas à te focaliser, c'est important de cleaner un maximum ton environnement et que ce soit vide, rangé. C'est pour ça qu'on parle souvent et qu'on a tendance d'ailleurs dans l'entrepreneuriat à facilement faire des tâches ménagères pendant sa journée de travail parce qu'on a tendance à avoir besoin de se nettoyer l'esprit. C'est vrai. Et, Là, c'est et exactement ça, ça. c'est drôle. C'est exactement ça. Bah, ça va, moi, je peux pas trop être distrait par mes cheveux. Faut recoiffer, etc. J'ai cette chance-là, mais je peux souvent être distrait, mais ça va pas par mes cheveux pour l'instant. Ça va. Et bah, justement, je voulais quand même poser une question, c'est de savoir en fait bah, comment faire pour vaincre ce syndrome de l'objet brillant et également bah, en tirer pourquoi pas du positif. Est-ce qu'il y a du positif à en tirer du syndrome de l'objet brillant? Je pense qu'il y a du positif à en tirer dans tous les cas. En fait, c'est pas juste t'as le syndrome de l'objet brillant et donc bah arrête de l'avoir parce que c'est nul. Je pense qu'il faut essayer de s'en servir comme étant une force. Et d'ailleurs, moi, mon premier conseil, ce serait quand même faites en sorte de garder votre côté curieux, votre côté d'avoir envie de tester les tendances, etc. Mhm. Mais posez-vous la question, et ça c'est super important, est-ce que c'est vraiment utile que je me lance là-dedans? Quel est mon objectif profond? Mhm. Euh, est-ce que, et ça c'est super important, c'est un travail que j'ai fait sur moi, mais d'une autre façon, est-ce que c'est une vraie envie? Mhm. Est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est l'effet de mode? Et ça, faut vraiment dissocier dans ta tête. Est-ce que ce que je suis en train d'avoir, c'est une intuition ou est-ce que, en fait, je suis juste influencée par le fait qu'on en parle toujours autour de moi? Et Mhm. c'est deux choses qui sont différentes. Moi, j'ai fait le travail un peu différemment entre justement le côté émotionnel et le côté intuitif, qui sont encore différents. Est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est un ressenti, par exemple? Euh, et c'est vrai qu'on se pose rarement ces questions-là et je pense que c'est important parce qu'en fait, si on se la pose pas, on va continuer à entretenir ce syndrome-là et au final, on va pas résoudre notre problème. Donc, garder ce côté en veille, garder ce côté curieux, garder tout ça, mais Mhm. canaliser-le. C'est surtout ça. Exactement. Non, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que le côté positif, c'est que ça veut dire qu'on est toujours en alerte, c'est-à-dire à ce qui Mm. se fait de nouveau. C'est important de voir, en fait, par exemple, bah, qu'est-ce que font mes concurrents, où est-ce que ma cible, elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle est attirée par quelque chose ou pas. Et de se dire, bah, si j'y vais, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant
qui lancent leur canal Telegram, également sur Telegram, où ils ont un groupe, ils proposent pas mal de choses dans leur groupe. Alors c'est très bien, pareil, Telegram, c'est un autre réseau social, et il est Mm. très bien également. Mais moi, je me pose la question, est-ce que moi, j'ai le temps également de me faire un canal Telegram? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ma cible y est également? Et si j'y vais, qu'est-ce que je vais proposer sur Telegram également? Alors c'est bien justement d'être en alerte, de regarder ce qui se fait, voir comment ça marche, etc. Donc ça, c'est le côté vraiment positif. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'affût, en veille de ce qui se fait, de ce que nos concurrents font, de ce que notre cible aimerait bien, etc. Donc ça, c'est vraiment un côté positif. Mais ce qui est important, et c'est ce que disait tout à l'heure justement mon ami Christophe, c'est qu'il y a l'importance de se connaître soi. L'importance de se Mm. connaître soi, ce qui nous correspond. Et justement, l'outil qu'on peut vous recommander justement de faire, c'est un bon travail à faire, c'est ce qui se nomme justement l'ikigai. L'ikigai, justement, on en parle justement. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ikigai, justement, c'est, on va dire, c'est quatre grands cercles qui se croisent les uns avec les autres. C'est Donc, dur à expliquer à deux voilà, voix c'est autant. toujours voilà, expliquer, c'est un peu de toute façon, si vous tapez Ikigai sur Google, vous trouverez en fait de quoi il Mm. s'agit. Mais c'est quatre grands cercles qui se croisent les uns avec les autres. Donc dans le premier cercle, on va savoir en fait ce sur quoi vous êtes doué, dans quoi est-ce que tu es doué, Mm. quelle est ta compétence, etc. Le deuxième cercle, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que tu aimes justement, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie. Le troisième cercle, c'est qu'est-ce que le monde a besoin, de quoi le monde a besoin actuellement, quel est le besoin auquel tu peux répondre. Et enfin, le quatrième cercle, c'est savoir ce à quoi on peut vous payer. Justement, comment on Ouais. peut vous payer justement pour votre activité. Et si vous réussissez à trouver justement une activité où vous êtes doué, que vous aimez, dont le monde a besoin et sur lequel on pourrait vous payer, et bien là, c'est génial parce que vous avez trouvé votre ikigai et vous serez justement un peu plus passionné. Quand on parlait tout à l'heure de prendre du plaisir sur le chemin qui vous mène justement au succès, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, vous prenez du plaisir parce que vous êtes doué, les personnes ont besoin de ce que vous faites et vous répondez à leurs besoins, vous aimez ça également, et en plus, on vous paye pour ça. Donc ça, c'est Mm. super de ça. Justement, il y a Mediajam qui me dit qu'il y a même des coachs Ikigai, justement, qui vous aident à trouver votre Ikigai. Après, en dehors de l'ikigai, il y a d'autres exercices qu'on peut faire, et ça, c'est souvent quelque chose qui est moqué. C'est des petits tests un peu psycho que tu vas trouver dans les magazines, qui étaient tous les trucs qui étaient un peu tendance avant. C'est des choses qui vont vous permettre, même si dans le fond vous n'êtes pas hyper convaincu de ce que vous faites, mais de mieux vous connaître. Et ça, c'est super important quand on est en dehors de savoir ce qu'on aime et de savoir pourquoi on est fait et quelle serait notre vocation, quel serait notre travail idéal, c'est de se connaître profondément soi aussi. C'est de Exact. se dire, par exemple, moi, j'ai parlé tout à l'heure de discipline, que c'était important d'avoir une discipline, mais je sais que moi, j'ai un côté où je déteste la contrainte. Savoir qu'on m'impose des contraintes, c'est quelque chose qui m'a jamais aimé, c'est aussi enfin, qui m'a jamais convenu, c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que j'aime faire de la façon dont j'ai envie et j'ai du mal avec le fait qu'il y ait 50 000 process, etc. Mhm. pour ne rien valider et qu'en fait, il y a le côté petit chef qui rentre en compte et qui change juste pour changer alors que 50 personnes dans le service ont validé avant, quoi, tu vois. Exactement. Et en fait, justement, apprendre à vous connaître sur des détails comme ça va être ultra important. Et il ne faut pas hésiter à se dire, bah voilà, qu'est-ce que j'aime dans mon travail, qu'est-ce que j'aime dans mon quotidien, quels sont les points de ma personnalité, les choses avec lesquelles j'ai le plus de mal, les choses que j'adore. Mhm. Parce que c'est tous des éléments qui vont vous permettre aussi de savoir comment vous allez construire votre vie, votre travail autour. Parce que savoir quel métier vous allez faire est une chose, mais comment vous allez entretenir votre lien avec vos clients, c'est tout aussi important. Il y a des Exactement. personnes que je connais qui se lancent et qui veulent avoir zéro contact téléphonique, qui n'aiment pas faire de visio, euh, qui, euh, qui ont envie de faire quelque chose de hyper poussé ou autre. Enfin, ça restera vraiment votre choix personnel et il faut que vous soyez OK avec tout ce que vous allez mettre en place. C'est pas parce que, notamment, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va vous dire qu'il faut faire des stories ou des reels face cam à parler, qu'il faut forcément le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Exactement. Et C'est posez-vous toutes ces questions-là. c'est ça, en fait, faut vraiment se respecter et surtout se dire que est-ce que ce que je fais, je serai fier de moi dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, de ce que j'ai fait. En fait, c'est vraiment avoir des fois un recul sur le travail qu'on a pu faire il y a quelques mois, il y a quelques années, en se disant, est-ce que je suis fier d'avoir fait ça?
aujourd'hui, au moment où j'en parle. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut se dire que, ok, là, je suis content de ce que j'ai fait, j'ai pas suivi une tendance, etc. Moi, par exemple, moi, je vous donne un exemple par rapport à moi. C'est vrai que, par exemple, sur TikTok, moi, je me suis pas encore lancé sur TikTok, je sais pas si je me lancerai ou pas, mais c'est vrai que ce qui marche beaucoup, ben, c'est beaucoup peut-être les vidéos où on danse, etc. Donc, moi, ça me correspond pas à ma personnalité personnellement, mais ceux qui le font, c'est bien parce qu'ils sont contents, ils aiment bien danser ou justement faire rire par rapport à ça. Donc ça, c'est chacun, c'est propre à chacun. Moi, ça correspond peut-être pas à ma personnalité. Peut-être que ça correspondra à ma personnalité plus tard, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais en fait, ça dépend en fait de où est-ce qu'on en est. Et en fait, il faut vraiment respecter par rapport à ça. Et justement, il y a Media Jam qui nous dit se faire violence. Donc non, non, ce n'est pas encore, ce n'est pas fait pour moi encore, et que c'est encore une vague justement. Bah, justement, c'est ça, c'est de se dire que c'est encore une vague, une tendance. Il faut pas toujours foncer dedans. Et Malika aussi qui nous dit que moi j'ai juste envie de changer de vie après plusieurs échecs dans ma vie privée. Donc en tout cas on te souhaite, hein, c'est vrai que si tu veux Ouais, changer de de vie, réussir. faire plein de choses, on te souhaite vraiment de réussir. Et sache que en tout cas tous les échecs que tu as pu avoir, et tout le monde a eu des échecs, ça il faut Ils seront vraiment instructifs. voilà, que ce soit vraiment le plus instructif possible, que tu puisses apprendre justement de tout ça. Et que en fait, c'est pas vraiment des échecs, c'est plus des apprentissages, des leçons que tu as pu avoir et qui font grandir tout le monde en soi. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mm, Non, en tout cas, carrément. c'est ça. Bah, après, je sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter sur ce sujet. Non, parce qu'au final, après, en conseil, et ça, on en a déjà parlé, c'est aussi que voilà, si on se compare, eh ben, on se compare à des personnes qui sont sur la même échelle. Vous comparez pas à des personnes qui se sont lancées il y a 10 ans, qui ont investi de l'argent dans leur business, etc. C'est toutes des choses qui sont complètement opposées. Et Exactement. ça, il faut faire attention à ça parce que ça peut être ultra destructeur. Et je voulais d'ailleurs rebondir juste sur un truc qui a rien à voir avec le syndrome de l'objet brillant, mais son commentaire par rapport à TikTok. Tu peux très bien réussir à sur TikTok sans faire de danse, Mounir, même si on adorait te voir danser comme ça sur TikTok. Je sais, peut-être qu'on aimerait me voir danser, je sais pas, hein, c'est possible, hein, mais bah, je sais, je suis sûr qu'on peut réussir sur TikTok même sans Oui. forcément danser, mais voilà, c'est peut-être que plus tard je danserai sur TikTok, je sais pas. Je vous Non, enverrai la ouais. vidéo de toute façon si je le fais. J'avais ce préjugé-là et c'est vrai que moi j'ai testé, enfin même le format live sur TikTok et tout. Hum, Je t'ai fait un retour la dernière fois en tout à fait. appel quand j'avais fait ça. Et en fait sur TikTok, ce qui fonctionne tout aussi bien, c'est quand tu vas parler d'un sujet, en fait tu peux faire beaucoup plus de spontané par rapport à Instagram, je trouve aussi. Hum, Et ça pareil, bah on aura l'occasion et si ça intéresse des personnes de me poser des questions par rapport aux réseaux sociaux, quel réseau social choisir selon son, son, son image qu'on veut donner ou même ses clients, etc. C'est avec plaisir qu'on pourra en parler. exactement. Non, bah, en tout cas, moi, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout, on a répondu Ouais. directement aux questions au fur et à mesure. Moi, c'était un plaisir et moi, je pense que c'est un sujet important, mais vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de vous connaître vous et de prendre du plaisir dans ce que vous faites, de pas forcément toujours suivre la tendance, ce qui fait. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure, en tout cas, sur ce. Et oui, super, c'est une bonne conclusion. Et comme dit Medja Jam, et ça c'est un bon conseil, consultez Laura pour réussir sur TikTok sans danser. Voilà, Exactement, c'est ça. Moi aussi, c'est je le vais mot voir de la pour voir fin. pour voir comment je peux réussir sans danser sur TikTok. J'ai C'est hâte de ça. voir. Ok, super. Donc, Bon, bah merci beaucoup, Mounir. merci à toi, Laura. Merci C'était à un plaisir. tous pour avoir suivi le live. C'était super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser après le live en commentaire ou par message. Ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci à tous et bonne journée à tous. Oui, bonne journée. Salut, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des podcasts jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu, que tu as pu apprendre un maximum de choses. Et dis-moi aux commentaires si toi aussi tu as eu ce syndrome-là. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'objet brillant, d'être attiré par ce qui brille? Oui ou non? Alors ça arrive à tout le monde, hein. Je pense que ça a pu m'arriver également. C'est pas un problème, c'est pas une honte, mais c'est bien juste d'en avoir conscience, de se dire que ah ok, je comprends mieux maintenant pourquoi des fois je suis attiré par les nouveautés. C'est des fois bien, des fois c'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste en fait de se rendre compte, hein. C'est pas une critique ou dire c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est juste de comprendre ce que c'est pour que
demain on puisse vraiment agir en conscience tout simplement. Mais j'espère que cet épisode de podcast t'a plu, que tu as appris un maximum de choses. Surtout, comme d'habitude, nos coordonnées à Laura et moi sont dans la description. Donc si tu as des questions, si tu as besoin qu'on revienne sur certaines choses ou bien qu'on t'aide, notamment dans ton business, eh bien tu peux nous contacter. Toutes les informations sont en description de cet épisode de podcast. N'hésite pas également à t'abonner, à mettre des étoiles, à mettre des bonnes notes, à partager également cet épisode de podcast si tu as des personnes de ton entourage, de ton équipe qui ont également ce syndrome ou qui pourraient être intéressés par ce sujet-là. C'est toujours intéressant en tout cas de partager l'information. Moi je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. Salut. MLM, nouvelle génération.